Bienvenue dans Histoire interdite. Si ce voyage dans les secrets du passé vous intrigue, abonnez-vous dès maintenant. La nuit s'étendait comme un voile d'encre sur le palais royal de Soissons. Seules quelques torches éclairaient faiblement les couloirs de pierre où résonnaient encore les échos d'un festin qui venait de s'achever. L'odeur âcre du vin renversé se mêlait aux relents de graisse de sanglier et aux parfums lourds venus d'Orient dont s'aspergeaient les nobles dames. Dans une chambre aux tentures pourpres, une femme se tenait debout devant un miroir de bronze poli, contemplant son reflet à la lueur vacillante des chandelles. Ses longs cheveux roux cascadaient sur ses épaules comme une rivière de feu. Ses yeux, d'un vert profond et hypnotique, brillaient d'une intelligence féroce. Cette femme, dont le nom seul faisait trembler les plus puissants seigneurs du royaume, n'était pourtant pas née princesse. Elle s'appelait Frédégonde, et son destin allait s'inscrire en lettres de sang dans les chroniques mérovingiennes. En cette année 568, alors que l'Empire romain n'était plus qu'un souvenir et que la chrétienté tentait d'apprivoiser les royaumes barbares, la Gaule était divisée en plusieurs territoires gouvernés par les descendants de Clovis. Chilpéric Ier régnait sur la Neustrie, ce royaume qui s'étendait du nord de la Loire jusqu'à la Manche. Veuf de sa première épouse, Odovaire, il venait d'épouser Galswinthe, princesse wisigothique, sœur de Brunehaut, elle-même mariée à Sigebert Ier, roi d'Austrasie et frère de Chilpéric. Ces alliances royales, tissées dans l'espoir d'une paix durable, n'étaient que la façade d'ambition dévorante et de haine ancestrale. Dans les ombres de ce palais où les intrigues se nouaient et se dénouaient au rythme des saisons, une simple servante observait, apprenait, attendait son heure. Frédégonde, car c'était elle, avait été remarquée par le roi pour sa beauté incendiaire et son esprit vif. D'abord simple concubine, elle avait rapidement compris que le pouvoir était un jeu où tous les coups étaient permis, et elle était déterminée à y exceller. L'air était lourd cette nuit-là, chargé d'orage et de présages funestes. Frédégonde quitta sa chambre, ses pieds nus glissant silencieusement sur les dalles froides. Les gardes postés dans les couloirs détournèrent prudemment le regard à son passage. Ils connaissaient trop bien les rumeurs qui couraient sur cette femme que certains soupçonnaient déjà d'être une sorcière. Elle atteignit les appartements royaux sans être inquiétée. À cette heure tardive, le roi Chilpéric dormait déjà, le corps alourdi par l'excès de nourriture et de boisson. À côté de lui, Galswinthe, la reine légitime, semblait minuscule dans l'immense lit à baldaquin. Son souffle régulier trahissait un sommeil profond. Frédégonde s'approcha sans bruit, tel un prédateur guettant sa proie. La lueur blafarde de la lune, qui filtrait à travers les volets de bois, éclairait le visage serein de la reine. Un visage que Frédégonde haïssait de toute son âme, car cette princesse wisigothique incarnait tout ce qu'elle n'était pas, la naissance noble, l'éducation raffinée, la légitimité, et surtout, elle portait le titre convoité de reine de Neustrie. « Profite de tes derniers songes, princesse », murmura Frédégonde, sa voix à peine plus audible que le bruissement des feuilles dans le jardin royal, car bientôt, tu dormiras pour l'éternité. L'aube n'avait pas encore point lorsque des cris déchirèrent le silence du palais. Des servantes affolées couraient dans tous les sens, tandis que les gardes, confus, tentaient de maintenir l'ordre. Au milieu de ce chaos, le roi Chilpéric se tenait, hagard, devant le corps sans vie de son épouse. Galswinthe gisait sur le sol de la chambre royale, son cou fin marqué par les traces violacées d'un étranglement. Ses yeux,
grands ouverts, semblaient fixer accusatoirement un point invisible. Les rumeurs se répandirent comme une traînée de poudre. On murmurait que la reine avait surpris son époux dans les bras de sa concubine et que, dans un accès de rage, Chilpéric l'avait tué. D'autres affirmaient que Frédégonde elle-même avait commandité l'assassinat, engageant des sicaires pour se débarrasser de sa rivale. La vérité, comme souvent dans ces temps troublés, restait enveloppée de mystère et de crainte. Ce qui était certain, c'est que moins de 40 jours après la mort tragique de Galswinthe, Chilpéric prenait Frédégonde pour épouse légitime, l'élevant au rang de reine de Neustrie. Le scandale était immense. Les nobles francs, déjà peu enclins à accepter une ancienne servante comme souveraine, étaient outrés par ce remariage précipité qui semblait confirmer les pires soupçons. Mais plus grave encore était la fureur de Bruno, sœur de la défunte, qui jurait sur tous les saints que ce crime ne resterait pas impuni. Ainsi commença l'une des plus célèbres vendettas de l'histoire mérovingienne, une haine féroce entre deux reines qui allaient embraser la Gaule pendant des décennies et coûter la vie à d'innombrables innocents. Mais Frédégonde ne s'inquiétait guère des menaces. Assise sur son trône, parée des joyaux qui avaient appartenu à Galswinthe, elle savourait sa victoire. Le pouvoir lui seyait à merveille comme une seconde peau. Sa beauté, magnifiée par les riches étoffes et les parures royales, subjuguait la cour entière. Même ceux qui la méprisaient ne pouvaient s'empêcher d'admirer sa présence impérieuse, ce mélange troublant de sensualité et de cruauté qui émanait d'elle. Chilpéric, quant à lui, semblait entièrement sous son emprise. Cet homme que les chroniqueurs dépeignaient comme le Néron et l'Hérode de son temps pour sa cruauté et sa cupidité, se transformait en agneau docile sous le regard ensorcelant de Frédégonde. Il comblait ses moindres désirs, fermait les yeux sur ses caprices les plus extravagants, ignorait les rumeurs de plus en plus persistantes sur ses infidélités, car Frédégonde, bien que reine, n'avait pas renoncé au plaisir de la chair. Son appétit semblait insatiable, et sa position lui permettait désormais de satisfaire toutes ses fantaisies. Parmi ses nombreux amants, les chroniques mentionnent des nobles, des serviteurs et même des hommes d'église peu scrupuleux. Mais les murmures les plus scandaleux concernaient ses relations avec les fils que Chilpéric avait eus de son premier mariage avec Odovaire. Mérové et Clovis, les jeunes princes, étaient de beaux jeunes hommes dans la fleur de l'âge. Élevés à la cour de leur père, ils regardaient avec méfiance et dégoût cette belle-mère à peine plus âgée qu'eux, cette ancienne servante, devenue reine, qui semblait avoir ensorcelé leur père. Frédégonde, consciente de leur hostilité, aurait pu simplement les ignorer ou chercher à les éloigner de la cour. Mais son esprit retors conçut un plan bien plus pervers. Par une nuit d'été étouffante, alors que Chilpéric était parti guerroyer contre son frère Sigebert, Frédégonde fit appeler Mérové dans ses appartements privés. Le jeune prince s'y rendit à contre-cœur, s'attendant à quelques pièges ou humiliations. Il trouva la reine seule, vêtue d'une simple tunique de lin si fine qu'elle laissait deviner chaque courbe de son corps. Ses cheveux roux, libérés de leur tresse habituelle, formaient un halo flamboyant autour de son visage aux traits parfaits. « Mon cher beau-fils », dit-elle d'une voix douce qui contrastait avec la dureté habituelle de ses ordres, « je t'ai fait venir car je m'inquiète pour toi. Ton père devient soupçonneux. Il craint que tu ne complotes avec ton oncle Sigebert pour le renverser. » Mérové blêmit. Ces accusations de trahison, qu'elles soient non fondées ou non, pouvaient lui coûter la vie. « C'est faux, protesta-t-il. Je suis loyal à mon père. » Frédégonde s'approcha de lui, si près qu'il pouvait sentir le parfum entêtant de musc et d'ambre qui émanait de sa peau. « Je le sais, » murmura-t-elle.
et je veux t'aider à prouver cette loyauté. Mais pour cela, tu dois me faire confiance, entièrement. Ce qui se passa ensuite est relaté de façon voilée par Grégoire de Tours, l'évêque chroniqueur de cette époque troublée. Il évoque des péchés innommables, des relations contre nature entre la reine et son beau-fils. Ce qui est certain, c'est que cette nuit marqua le début d'une relation complexe et torturée entre Frédégonde et Mérovée. Un mélange toxique de désir, de manipulation et de peur, car pour le jeune prince, céder aux avances de sa belle-mère était à la fois une trahison envers son père et un péché aux yeux de l'Église. Mais refuser, c'était s'exposer à la vengeance d'une femme dont la cruauté était déjà légendaire. Pris au piège de ce dilemme, Mérovée choisit la voie qui lui semblait la moins périlleuse. Il devint l'amant de Frédégonde, tout en la haïssant secrètement. Les mois passèrent, et le ventre de la reine s'arrondit. Elle était enceinte, et toute la cour se réjouissait à l'idée de la naissance d'un héritier royal. Chilpéric, revenu victorieux de ses campagnes, était particulièrement fier. Mais dans l'intimité de sa chambre, Frédégonde était tourmentée par un doute terrible. L'enfant qu'elle portait était-il de son mari ou de son beau-fils, Mérovée? Cette question la hantait jour et nuit, car elle savait que la vérité, si elle éclatait, signerait son arrêt de mort. Même un roi aussi épris qu'était Chilpéric ne pardonnerait jamais une telle trahison. Elle devait agir, et vite, pour éliminer toute menace. C'est ainsi que commença la longue liste des crimes attribués à Frédégonde. Mérovée fut le premier à en faire les frais. Accusé de comploter contre son père, il fut tonsuré de force et envoyé dans un monastère, châtiment courant pour les princes déchus. Mais cela ne suffisait pas à apaiser les craintes de Frédégonde. Tant que Mérovée vivait, il représentait un danger. Des sicaires furent donc envoyés au monastère, et peu après, la nouvelle du suicide du jeune prince se répandit. Personne n'y crut vraiment, mais personne n'osa non plus accuser ouvertement la reine d'assassinat. Clovis, l'autre fils d'Audovert, comprit rapidement le danger qu'il courait. Jeune homme prudent, il tenta de se tenir à l'écart des intrigues de la cour. Mais Frédégonde n'avait pas oublié les regards de mépris qu'il lui lançait, ni les mots dédaigneux qu'il avait prononcés à son égard. De plus, en tant que fils légitime de Chilpéric, il représentait une menace pour les enfants que la reine espérait donner au roi. L'occasion de se débarrasser de Clovis se présenta lorsqu'une épidémie de dysenterie frappa le royaume. 2 jeunes enfants que Frédégonde avait eus avec Chilpéric tombèrent au malade et moururent en l'espace de quelques jours. La douleur de la reine se transforma rapidement en rage vengeresse. Persuadée que ses enfants avaient été victimes de sorcellerie, elle chercha un coupable à punir. Ses soupçons se portèrent commodément sur Clovis, qu'elle accusa d'avoir empoisonné les jeunes princes avec l'aide de la mère d'Audovert. Sans attendre de preuves, Chilpéric fit arrêter son fils et l'enferma dans un cachot du palais. Ce qui suivit est l'un des épisodes les plus sombres du règne de Frédégonde. Le cachot où Clovis était détenu se trouvait dans les profondeurs du palais, un lieu humide et glacial, où l'eau suintait des murs de pierre brute. La seule lumière provenait d'une torche fixée dans le couloir, dont la lueur vacillante pénétrait à peine par une minuscule ouverture dans la lourde porte de bois. Le jeune prince gisait sur un lit de paille pourrie, ses vêtements autrefois luxueux, désormais en lambeaux, son corps couvert de bleu et de plaies suite aux tortures qu'il avait subies. Lorsque la porte s'ouvrit dans un grincement sinistre, Clovis ne releva même pas la tête. Il s'attendait à voir entrer le bourreau venu lui extorquer de nouveaux aveux sous la douleur, mais ce fut le bruissement d'une robe de soie qui attira son attention,
Il leva les yeux et vit Frédégonde qui se tenait devant lui, belle et terrible dans sa robe pourpre, une lampe à huile à la main. « Mon pauvre Clovis, dit-elle d'une voix faussement compatissante, regarde ce que tu as fait de toi-même, le noble fils de Chilpéric, réduit à l'état de mendiant crasseux. »« Je n'ai rien fait, répondit-il d'une voix rauque. Tes accusations sont des mensonges, et tu le sais parfaitement. » Un sourire cruel étira les lèvres parfaites de la reine. « Peu importe ce que je sais. Ce qui compte, c'est ce que ton père croit. Et il croit que tu as tué ses enfants par jalousie et ambition. » Elle s'approcha davantage, s'accroupissant près de lui malgré la saleté du sol. La lumière de la lampe éclairait son visage par en dessous, lui donnant un aspect démoniaque qui correspondait bien à sa réputation. « Mais je peux encore te sauver, Clovis. Je peux parler à ton père, le convaincre de ta repentance. » Le prince la dévisagea avec méfiance. Il connaissait trop bien les méthodes de sa belle-mère pour croire à sa soudaine bienveillance. « À quel prix ?» demanda-t-il finalement. Frédégonde posa la lampe sur le sol et d'un geste lent, dénoua les lacets qui fermaient le haut de sa robe. Le tissu glissa, révélant la blancheur parfaite de ses épaules et la naissance de ses seins. « Le même prix que ton frère a payé, murmura-t-elle. Serre-moi comme il m'a servi, et tu retrouveras ta place à la cour. » Clovis la repoussa avec dégoût. « Jamais, cracha-t-il. Je préfère mourir que de me souiller avec toi, meurtrière. Oui, je sais ce que tu as fait à Mérové. Ce n'était pas un suicide, n'est-ce pas? Tu l'as fait assassiner après l'avoir utilisé selon tes désirs pervers. » Le visage de Frédégonde se durcit instantanément. Toute trace de séduction disparut, remplacée par une haine glaciale qui transformait ses traits en un masque effrayant. « Soit, dit-elle en se relevant et en réajustant sa robe. « Tu as choisi ton destin, prince. Puissent les démons t'accueillir en enfer. » Elle quitta le cachot sans se retourner. Le lendemain, des gardes découvraient le corps de Clovis, la gorge tranchée d'une oreille à l'autre. La version officielle parla d'un suicide, mais nul n'était dupe. Frédégonde venait d'éliminer un autre obstacle sur son chemin vers le pouvoir absolu. Avec la mort des fils d'Audover, la position de Frédégonde semblait assurée. Plus aucun héritier légitime ne pouvait contester les droits de ses propres enfants. Mais le destin, ou peut-être la justice divine, comme le suggéra plus tard Grégoire de Tours, allait la frapper cruellement. En l'an 584, une nouvelle épidémie ravagea le royaume. Cette fois, ce furent les 2 fils que Frédégonde avait donnés à Chilpéric qui succombèrent à la maladie. La douleur de la reine fut immense et sincère. Pour la première fois, on vit cette femme impitoyable pleurer sans retenue, se déchirant les vêtements, s'arrachant les cheveux dans les transports d'un chagrin inconsolable. Chilpéric, tout aussi dévasté, cherchait un sens à cette tragédie. « C'est la justice de Dieu », murmura-t-il un soir, alors qu'il veillait le corps de leur dernier fils. « Nous sommes punis pour nos péchés, pour le sang innocent que nous avons versé. » Ces paroles provoquèrent chez Frédégonde une rage terrible. « Tais-toi » hurla-t-elle, « ne blasphème pas ainsi. Nos enfants étaient innocents, ils ne méritaient pas de mourir. Si Dieu était juste, il aurait pris les coupables, les traîtres, les comploteurs qui nous entourent. » Cette dispute marqua un tournant dans leur relation. Pour la première fois, Chilpéric commençait à remettre en question les actions de son épouse, à s'interroger sur la justesse de leurs décisions passées. Frédégonde sentait son emprise sur lui s'affaiblir, et cela la terrifiait. Sans le soutien du roi, que deviendrait-elle, elle, qui s'était fait tant d'ennemis? La naissance d'un nouvel enfant, un fils nommé Clotaire, sembla apaiser momentanément les tensions. Mais Frédégonde n'était pas femme à pardonner un moment de doute. De plus, les rumeurs concernant les infidélités de Chilpéric se multipliaient.
On disait qu'il avait pris pour maîtresse une jeune noble du nom de Frédégonde, ironie du sort, et qu'il envisageait même de répudier sa reine pour l'épouser. Un soir d'automne, alors que les feuilles dorées tourbillonnaient dans la cour du palais, Chilpéric revint de la chasse. Fatigué, il se rendit directement dans ses appartements sans passer saluer la reine, comme il en avait pris l'habitude ces derniers temps. La nuit était tombée, et les couloirs n'étaient éclairés que par quelques torches dont la flamme dansait au gré des courants d'air. Le roi ne vit pas l'ombre qui se glissait derrière lui, ne sentit pas la présence menaçante qui le suivait jusqu'à sa chambre. Ce n'est que lorsque la lame froide d'un poignard s'enfonça entre ses omoplates qu'il comprit. Mais il était déjà trop tard. Il s'effondra sur le sol de pierre, son sang formant une flaque sombre autour de lui. Ses dernières pensées furent pour Frédégonde, pour cette beauté fatale qui avait été sa perdition. L'assassinat de Chilpéric provoqua un chaos immense dans le royaume. Personne ne fut officiellement accusé du meurtre, mais tous les regards se tournèrent vers Frédégonde. La reine, cependant, avait pris ses précautions. Elle s'était entourée de gardes loyaux et avait fait proclamer son fils Clotaire, âgé de seulement 4 mois, comme héritier légitime du trône de Neustrie. En tant que régente, elle détenait désormais tous les pouvoirs. Sa première action fut de se mettre sous la protection de Gontran, roi de Bourgogne et frère de Chilpéric. Ce dernier, bien que méfiant envers sa belle-sœur dont la réputation n'était plus à faire, accepta de la prendre sous son aile, principalement pour contrer l'influence grandissante de Bruno en Austrasie. Ainsi commença la période la plus sombre et la plus sanglante du règne de Frédégonde. Libérée de toute contrainte, n'ayant plus à dissimuler ses actions derrière la façade de la légitimité royale, elle se lança dans une campagne d'élimination systématique de tous ceux qu'elle considérait comme des ennemis potentiels. Les années qui suivirent furent marquées par une succession d'assassinats, d'empoisonnements et de trahisons qui choquèrent même les contemporains, pourtant habitués aux violences de l'époque mérovingienne. Évêques trop critiques, nobles trop indépendants, serviteurs trop bavards, nul n'était à l'abri de la vengeance de Frédégonde. Mais sa haine la plus féroce restait dirigée contre Bruno, la sœur de Galswint, désormais reine d'Austrasie. Cette rivalité entre les deux femmes les plus puissantes de Gaule prit des proportions épiques, donnant naissance à ce que les historiens appelleraient plus tard la guerre des reines. Frédégonde tenta à plusieurs reprises de faire assassiner Bruno, envoyant des hommes armés de poignards empoisonnés jusqu'au cœur de la cour austrasienne. Ces tentatives échouèrent, mais elles renforcèrent la légende noire qui entourait déjà la reine de Neustrie. On racontait qu'elle pratiquait la sorcellerie, qu'elle invoquait les démons pour maudire ses ennemis, qu'elle se baignait dans le sang de jeunes vierges pour préserver sa beauté surnaturelle. Ces rumeurs, bien qu'exagérées, n'étaient donc pas sans fondement. Frédégonde, en effet, ne reculait devant aucun moyen pour parvenir à ses fins. Les chroniques de l'époque rapportent qu'elle consultait régulièrement des devins et des sorcières, particulièrement une femme nommée Farailde, qui l'aurait initiée aux arts occultes. C'est dans le cadre de ces pratiques interdites que s'inscrit l'un des épisodes les plus troubles et les moins documentés de la vie de Frédégonde, ses relations avec ses beaux-fils après leur mort. Selon certains récits populaires, transmis oralement et rapportés bien plus tard par des moines copistes, la reine aurait fait déterrer secrètement les corps de Mérovée et Clovis pour accomplir sur eux des rituels impies. Ces cérémonies macabres auraient impliqué des actes de nécrophilie symbolique, visant à s'approprier l'essence vitale des princes défunts et à s'assurer qu'ils ne reviendraient pas la hanter. Qu'elles soient vraies ou non, ces histoires contribuèrent à faire de Frédégonde
une figure presque mythologique, un symbole de la femme fatale et destructrice, capable de transgresser les tabous les plus sacrés pour assouvir ses désirs de pouvoir et de vengeance. Mais derrière cette légende noire se cachait une réalité plus complexe. Car Frédégonde, malgré sa cruauté légendaire, était aussi une mère dévouée et une dirigeante compétente. Elle gérait les affaires du royaume avec une efficacité que lui reconnaissaient même ses ennemis. Sous sa régence, la Neustrie connut une période de relative stabilité. Les impôts étaient collectés régulièrement, les routes entretenues, les frontières défendues contre les incursions étrangères. Pour son fils Clotaire, elle était prête à tous les sacrifices. Elle veillait personnellement à son éducation, s'assurant qu'il reçoive la formation militaire et politique nécessaire à un futur roi. Elle écartait impitoyablement quiconque tentait de l'influencer contre elle, allant jusqu'à faire assassiner le précepteur du jeune prince lorsqu'elle soupçonna celui-ci de comploter avec des nobles austrasiens. Cette dévotion maternelle avait cependant sa face sombre. Frédégonde voulait faire de son fils un roi à son image, impitoyable, rusé, dominant par la peur plutôt que par le respect. Les leçons qu'elle lui inculquait étaient celles de la méfiance et de la vengeance. « N'oublie jamais un affront, lui répétait-elle. La patience est la vertu des prédateurs. Attends le moment propice, puis frappe sans merci. » À mesure que Clotaire grandissait, leur relation devenait de plus en plus complexe. Le jeune prince admirait sa mère tout en craignant sa colère. Il était fasciné par son intelligence politique, mais troublé par les rumeurs qui couraient sur ses crimes passés. Et surtout, il commençait à ressentir le poids du regard des autres, la honte d'être connu comme le fils de Frédégonde, un titre qui, dans la bouche de certains, sonnait comme une insulte. Une nuit, alors que le jeune prince avait atteint l'âge de 12 ans, il se rendit aux appartements de sa mère pour lui poser la question qui le tourmentait depuis des années. Il trouva Frédégonde assise devant son miroir, en train de brosser ses longs cheveux roux qui, malgré les années, n'avaient rien perdu de leur éclat flamboyant. La scène avait quelque chose d'hypnotique, le mouvement régulier de la brosse, les reflets du feu dans la chevelure de la reine, le parfum entêtant d'encens qui flottait dans la pièce. « Mère, dit-il en s'approchant, je dois vous demander quelque chose d'important. » Frédégonde se tourna vers lui, un sourire affectueux, adoucissant momentanément ses traits. « Parle, mon fils. Tu sais que tu peux tout me dire. » Clotaire hésita, cherchant ses mots. « Est-il vrai ce qu'on raconte sur vous et mes demi-frères, Mérové et Clovis ?» Le visage de la reine se figea. Pendant un instant, elle sembla vieillir de 10 ans, les rides au coin de ses yeux et de sa bouche se creusant sous l'effet d'une émotion intense. Puis, aussi rapidement qu'il était apparu, ce moment de vulnérabilité s'effaça, remplacé par le masque habituel de froide détermination. « Qui t'a parlé de cela ?» demanda-t-elle d'une voix tranchante comme l'acier. « Personne en particulier ?» répondit prudemment Clotaire, conscient du danger. « Ce sont des rumeurs qui circulent à la cour. On dit que vous et eux... » « Écoute-moi bien, » l'interrompit Frédégonde en se levant, sa haute silhouette dominant celle, encore frêle, de son fils. « Dans ce monde, il n'y a qu'une seule vérité qui compte, le pouvoir. Ceux qui le détiennent écrivent l'histoire, et ceux qui le convoitent répandent des mensonges pour l'obtenir. Tes demi-frères voulaient ce qui te revient de droit, le trône de Neustrie. Ils étaient prêts à tout pour l'avoir, y compris à me détruire, moi, ta mère. Je les ai arrêtés avant qu'ils ne puissent nuire. C'est tout ce que tu as besoin de savoir. » Elle s'approcha de lui et prit son visage entre ses mains, le forçant à la regarder droit dans les yeux. « Un jour, tu seras roi,
Et ce jour-là, tu comprendras que le pouvoir exige des sacrifices. Ne laisse jamais personne te juger pour les décisions que tu prendras pour protéger ce qui t'appartient. C'est la seule leçon qui importe. Clotaire ne posa plus jamais de questions sur ses demi-frères. Mais cette conversation marqua un tournant dans sa relation avec sa mère. Une distance s'était installée entre eux, un non-dit qui planait comme une ombre sur leurs interactions futures. Les années passèrent, et Frédégonde continuait à gouverner la Neustrie d'une main de fer. Malgré les complots, les tentatives d'assassinat et les guerres incessantes contre l'Austrasie de Bruno, elle maintenait son emprise sur le pouvoir. Son nom seul suffisait à faire trembler ses ennemis, et même les plus hardis seigneurs francs n'osaient la défier ouvertement. Mais le temps, cet ennemi implacable que même la plus redoutable des reines ne peut vaincre, commençait à laisser son empreinte sur Frédégonde. Au tournant de sa 50e année, elle remarqua les premiers signes de l'âge. Quelques fils d'argent dans sa chevelure flamboyante, de fines ridules au coin de ses yeux, une légère lassitude dans ses membres au réveil. Pour une femme qui avait fait de sa beauté une arme aussi redoutable que son intelligence, ces signes de déclin étaient intolérables. Elle redoubla alors de cruauté, comme si la violence pouvait compenser la perte progressive de sa séduction. Ses ennemis réels ou imaginaires étaient pourchassés sans relâche, torturés, exécutés dans des conditions atroces qui choquaient même les contemporains habitués aux brutalités de l'époque. On racontait qu'elle avait fait empaler un noble qui avait osé suggérer qu'elle prenait de l'âge, et que pendant 3 jours, elle était venue contempler son agonie, sirotant du vin épicé tout en écoutant ses supplications. Parallèlement, sa quête de jeunesse éternelle prenait des proportions inquiétantes. Les chroniques mentionnent les sommes fabuleuses qu'elle dépensait pour acquérir des onguents exotiques, des élixirs rares, des poudres mystérieuses venues d'Orient. Les marchands qui parcouraient la route de la soie savaient qu'à la cour de Soissons, ils trouveraient toujours une cliente prête à payer au prix fort tout produit prétendant retarder le vieillissement. Mais ce n'était pas suffisant. Pour Frédégonde, la lutte contre l'âge justifiait des mesures bien plus extrêmes. C'est à cette période que les rumeurs sur ces pratiques occultes prirent une ampleur sans précédent. On parlait de cérémonies nocturnes dans les cryptes du palais, de sacrifices d'animaux, voire d'enfants, de pactes avec des entités démoniaques. La reine s'entourait de plus en plus de femmes aux réputations sulfureuses, guérisseuses, voyantes, sorcières venues des confins du royaume et même au-delà. Parmi elles, une certaine Amalberge occupait une place particulière. Cette femme, dont l'origine exacte reste mystérieuse, était arrivée à la cour un soir d'orage, demandant audience à la reine. Selon la légende, elle portait un coffret contenant un miroir en argent poli qu'elle présenta à Frédégonde comme un objet aux pouvoirs extraordinaires. Ce miroir, aurait-elle expliqué, ne reflète pas seulement votre apparence présente, mais aussi celle que vous pourriez avoir si certains rituels étaient accomplis correctement. Fascinée, Frédégonde aurait observé son reflet dans le miroir magique et y aurait vu une version d'elle-même, éternellement jeune et belle. « Que dois-je faire pour obtenir cette image ?» aurait-elle demandé. La réponse d'Amalberge fut aussi terrible que séduisante. « Le sang est la clé, Majesté, le sang de la jeunesse. Plus il est proche de vous, plus son pouvoir est grand. » Cette conversation, relatée par un moine copiste plusieurs siècles plus tard, est probablement apocryphe, mais elle illustre bien les croyances de l'époque sur les pratiques attribuées à Frédégonde dans ses dernières années de règne. Des pratiques qui culminèrent, selon certains récits, dans des rituels impliquant ses propres petites filles,
les enfants des nombreuses filles illégitimes qu'elle avait eues de ses amants successifs. Ces jeunes filles, à peine sorties de l'enfance, auraient été sacrifiées lors de cérémonies secrètes, leur sang utilisé pour des bains censés restaurer la jeunesse de la reine. Leur corps aurait ensuite été immergé dans la rivière Aisne, lesté de pierres pour qu'il ne remonte jamais à la surface. Là encore, aucune preuve historique ne vient étayer ces accusations, mais elles témoignent de la terreur qu'inspirait Frédégonde et de la façon dont sa légende s'est construite au fil des siècles. Ce qui est historiquement attesté, en revanche, c'est sa haine inextinguible envers Bruno. Depuis la mort de Galswinthe, près de 30 ans auparavant, les deux reines n'avaient cessé de s'affronter, directement ou par l'intermédiaire de leurs fils et de leurs armées. Cette vendetta avait coûté la vie à des milliers de guerriers francs, dévasté des régions entières et fait vaciller l'équilibre précaire du pouvoir en Gaule mérovingienne. En l'an 595, alors que Clotaire était désormais un jeune homme de 20 ans, prêt à assumer pleinement son rôle de roi, Frédégonde lança une offensive majeure contre l'Austrasie. Elle conduisit elle-même ses troupes, chevauchant à leur tête, malgré son âge, vêtue d'une armure dorée qui scintillait au soleil, ses cheveux roux, désormais savamment teints pour cacher toute trace de gris, flottant comme une bannière de feu. L'image de cette reine guerrière, belle et terrible, galvanisa ses soldats. L'armée austrasienne fut vaincue lors de la bataille de Latofao, et pour la première fois, Frédégonde sembla à portée de son rêve ultime, capturer Bruno vivante et lui infliger les tortures qu'elle imaginait depuis des décennies. Mais la fortune des armes est changeante. Une contre-attaque surprise permit à Bruno de s'échapper, laissant Frédégonde frustrée de sa vengeance. Cette déception, ajoutée à l'épuisement de la campagne militaire, eut un impact visible sur sa santé. De retour à Soissons, elle s'alita, en proie à une fièvre violente que les médecins de la cour ne parvenaient pas à faire baisser. Pendant plusieurs semaines, elle oscilla entre conscience et délire. Dans ces moments de lucidité, elle convoquait son fils et lui donnait des instructions précises sur la façon de gouverner, sur les nobles à surveiller, sur les alliances à cultiver. Dans ces phases de délire, elle revivait les moments clés de sa vie, parlant aux fantômes de ceux qu'elle avait fait tuer, négociant avec des démons invisibles, suppliant parfois une figure maternelle de la protéger contre des menaces qu'elle seule percevait. Un soir d'automne de l'an 597, alors que les feuilles dorées tourbillonnaient dans la cour du palais de Soissons, étrange écho à la nuit où Chilpéric avait été assassiné, Frédégonde retrouva soudain une lucidité parfaite. Elle fit appeler son fils et pour la première fois depuis des années, se montra vulnérable devant lui. « Clotaire », murmura-t-elle, sa voix autrefois impérieuse désormais réduite à un souffle ténu, « je vais bientôt mourir. » Le jeune roi prit la main de sa mère, cette main qui avait ordonné tant de morts, qui avait caressé son front quand il était enfant, qui l'avait guidé et protégé tout au long de sa vie. « Ne dites pas cela, » répondit-il. « Vous êtes forte. Vous avez survécu à tous vos ennemis. » Un sourire fatigué étira les lèvres pâles de Frédégonde. « Pas à tous. Bruno vit encore, et c'est pourquoi je dois te parler avant de partir. Tu dois me promettre de poursuivre ma vengeance. Ne laisse jamais cette femme en paix. Traque-la, capture-la, et fais-lui payer la mort de Galswinthe et toutes les souffrances qu'elle nous a infligées. » Clotaire hésita. Au cours des dernières années, il avait développé sa propre vision politique, moins axée sur la vengeance personnelle et davantage sur la consolidation du royaume. Les guerres incessantes contre l'Austrasie avaient épuisé les ressources de la Neustrie, décimé sa noblesse,
appauvrit son peuple. Une paix, même temporaire, semblait préférable à la poursuite d'une vendetta vieille de 3 décennies. Mais face au regard fiévreux de sa mère, à cette femme qui avait tout sacrifié pour le placer sur le trône, il n'eut pas le courage de refuser. « Je vous le promets, dit-il finalement. Bruno paiera pour ses crimes. » Frédégonde ferma les yeux, apaisée par cette promesse. « Il y a une dernière chose que tu dois savoir, murmura-t-elle. Un secret que j'ai gardé toute ma vie. Approche-toi. » Clotaire se pencha vers sa mère et elle lui chuchota quelques mots à l'oreille. Ce qu'elle lui révéla ce soir-là n'a jamais été consigné dans aucune chronique. Certains historiens supposent qu'il s'agissait de la vérité sur l'assassinat de Chilpéric, d'autres évoquent des instructions sur la façon de capturer et d'exécuter Bruno, d'autres encore suggèrent qu'elle lui confia l'emplacement d'un trésor caché, amassé au fil des années pour assurer l'avenir de la dynastie. Quelle que fût cette ultime confidence, elle sembla libérer Frédégonde d'un poids immense. Son visage se détendit, et pour la première fois depuis que Clotaire pouvait s'en souvenir, sa mère parut presque sereine. Elle mourut peu après, dans la nuit, sans témoin autre qu'une servante qui prétendait avoir vu une ombre noire se glisser par la fenêtre au moment précis où la reine rendait son dernier souffle. Une légende populaire raconte que, cette nuit-là, tous les chiens de Soissons se mirent à hurler à la mort, comme pour annoncer le départ d'une âme particulièrement redoutée. Les funérailles de Frédégonde furent d'une splendeur inégalée. Son corps, vêtu de ses plus beaux atours, fut exposé pendant 3 jours dans la basilique de Saint-Médard à Soissons. Une procession de nobles, de clercs et de simples citoyens défila devant la dépouille, certains pour rendre un dernier hommage, d'autres pour s'assurer qu'elle était bien morte et ne reviendrait pas les hanter. Elle fut ensuite inhumée dans un sarcophage de marbre blanc aux côtés de Chilpéric, l'époux qu'elle avait peut-être fait assassiner. Cette réunion posthume avait quelque chose d'ironique, mais aussi de profondément mérovingien. Dans cette dynastie où l'amour et la haine, la passion et la trahison se côtoyaient si intimement. Même la mort ne pouvait séparer définitivement ceux que le destin avait liés. La pierre tombale de Frédégonde était ornée d'une mosaïque la représentant en majesté, couronne sur la tête, sceptre à la main, éternellement jeune et belle, comme elle avait tant désiré l'être. Cette image idéalisée contrastait avec les descriptions que les chroniqueurs contemporains faisaient d'elle dans ces dernières années, une femme vieillie avant l'âge, rongée par la haine et la peur de perdre son pouvoir, cherchant désespérément à préserver une beauté qui s'était fanée malgré tous ses efforts. La mort de Frédégonde ne mit pas fin à sa rivalité avec Bruno. Comme il l'avait promis à sa mère, Clotaire poursuivit la vendetta familiale. Pendant des années, les armées de Neustrie et d'Austrasie continuèrent à s'affronter, perpétuant un cycle de violence qui semblait ne jamais devoir s'achever. Ce n'est qu'en l'an 613, soit 16 ans après la mort de Frédégonde, que Clotaire parvint finalement à capturer Brunehaut. La reine d'Austrasie, âgée d'environ 70 ans, fut amenée devant lui, fière et indomptée malgré sa situation désespérée. Selon la légende, elle aurait alors prononcé ces mots : « Tu as gagné, fils de Frédégonde, mais sache que ta victoire est aussi amère que notre défaite. » Le supplice que Clotaire réserva à Bruno fut d'une cruauté qui aurait rendu sa mère fière. La vieille reine fut attachée par les cheveux, un bras et une jambe à la queue d'un cheval indompté, puis traînée à travers le camp militaire jusqu'à ce que son corps soit déchiqueté. Ses restes furent ensuite brûlés et ses cendres dispersées aux 4 vents, ultime humiliation pour une reine chrétienne qui espérait une sépulture digne de son rang.
Avec la mort de Bruno s'achevait l'un des chapitres les plus sombres et les plus fascinants de l'histoire mérovingienne. La guerre des reines avait pris fin, laissant derrière elle un royaume exsangue, une noblesse décimée et un héritage de violence qui marquerait durablement la mémoire collective. Quant à Frédégonde, sa légende ne fit que croître avec les siècles. De simple servante devenue reine par la séduction et l'intrigue, elle s'est transformée en archétype de la femme fatale, de la méchante reine des contes médiévaux, de la sorcière manipulatrice qui utilise sa beauté et ses charmes pour corrompre les hommes et accéder au pouvoir. Les récits sur ses relations avec ses beaux-fils, en particulier, ont nourri un imaginaire trouble où s'entremêlent désirs interdits, manipulation psychologique et transgression des tabous les plus sacrés. Dans ces histoires, Frédégonde apparaît comme l'incarnation d'une sexualité dévorante et destructrice, une figure à la fois fascinante et terrifiante qui défie les normes sociales et religieuses de son temps. Mais au-delà de cette image de séductrice maléfique, ce qui reste de Frédégonde dans l'histoire, c'est son extraordinaire capacité à survivre et à prospérer dans un monde fondamentalement hostile aux femmes. Car malgré tous ses crimes, toutes ses cruautés, elle fut aussi une pionnière involontaire, une femme qui refusa d'accepter les limites que sa société lui imposait et qui créa ses propres règles pour accéder au pouvoir. Partie de rien, née dans une condition qui aurait dû la condamner à l'obscurité, elle s'est hissée par sa seule volonté jusqu'au sommet de la hiérarchie sociale de son époque. Elle a gouverné l'un des royaumes les plus puissants d'Europe occidentale pendant des décennies, a mené des armées au combat, a négocié avec des rois et des évêques d'égal à égal, a survécu à d'innombrables complots et tentatives d'assassinat. Son règne a été marqué par la violence et la cruauté, certes, mais pas davantage que celui de nombreux souverains masculins de la même époque. Ce qui choquait ses contemporains, ce n'était pas tant ses méthodes, la torture, l'assassinat, l'empoisonnement, étaient monnaie courante dans les luttes de pouvoir mérovingiennes, que le fait qu'elles soient employées par une femme, et qui plus est, une femme d'origine modeste. Les chroniqueurs de l'époque, presque tous des hommes d'église, ont systématiquement noirci son portrait, amplifiant ses crimes, inventant des atrocités, l'accusant de sorcellerie et de débauche sexuelle. Ce traitement reflète autant leur misogynie que leur crainte, face à une femme qui remettait en question l'ordre patriarcal établi. À travers les siècles, cette image déformée s'est perpétuée, enrichie par l'imagination populaire et la littérature gothique. Frédégonde est devenue un personnage quasi mythologique, à mi-chemin entre Médée et Lady Macbeth, une figure d'épouvante qui hante encore l'imaginaire collectif. Pourtant, derrière cette légende noire se cache une réalité humaine plus complexe et nuancée. La vraie Frédégonde était sans doute à la fois moins monstrueuse et plus banale que son mythe ne le suggère. Une femme ambitieuse dans un monde d'hommes, prête à tout pour survivre et protéger ses intérêts et ceux de son fils, capable de cruauté mais aussi d'amour maternel, de ruse politique mais aussi de vulnérabilité. Ses relations avec ses beaux-fils, Mérové et Clovis, si elles ont réellement existé sous la forme scandaleuse que la tradition leur attribue, s'inscrivaient probablement dans une stratégie de contrôle et de domination plutôt que dans une quête de plaisir pervers. Dans le jeu complexe du pouvoir mérovingien, la sexualité était une arme comme une autre, et Frédégonde l'a utilisée avec la même froide détermination qu'elle mettait à employer le poison ou le poignard. Ce qui demeure fascinant, c'est la façon dont son histoire continue à résonner à notre époque.
dans un monde où les femmes de pouvoir sont encore souvent jugées selon des critères différents de leurs homologues masculins, où leur sexualité et leur apparence sont scrutées et commentées d'une manière qui serait impensable pour un homme, Frédégonde apparaît comme un miroir déformant mais révélateur de nos propres préjugés et angoisses collectives. La femme ambitieuse, la femme qui refuse de se conformer aux attentes de la société, la femme qui utilise tous les moyens à sa disposition pour atteindre ses objectifs, y compris sa sexualité, continue d'être perçue comme une menace, une anomalie, un objet de fascination mêlé de répulsion. En ce sens, Frédégonde n'est pas seulement une figure historique lointaine, mais aussi un symbole toujours actuel des tensions qui entourent le pouvoir féminin. Son tombeau, conservé à l'abbaye de Saint-Denis près de Paris, attire encore aujourd'hui des visiteurs intrigués par sa légende. La dalle funéraire qui la représente, avec son visage serein et majestueux, semble presque narguer ceux qui viennent contempler les restes de la reine maudite. Comme si, au-delà de la mort, Frédégonde continuait à défier les jugements de l'histoire, à revendiquer son droit d'exister en dehors des catégories morales simplistes que les siècles lui ont imposées. Quant aux fantômes de ses beaux-fils, ces jeunes princes dont le destin tragique a nourri tant de récits scandaleux, la légende veut qu'ils hantent encore les ruines du palais de Soissons, les nuits de pleine lune. On raconte que leurs silhouettes spectrales peuvent être aperçues errant dans les anciennes chambres royales, cherchant éternellement une vengeance qui ne viendra jamais, et que parfois une troisième silhouette les rejoint, celle d'une femme aux longs cheveux roux, dont le rire cruel résonne dans les couloirs abandonnés avant de s'évanouir dans l'obscurité. Ainsi se perpétue, à travers les âges, le souvenir de Frédégonde, la servante devenue reine, l'amante fatale, la mère impitoyable. Un souvenir fait d'ombre et de lumière, de désir et de terreur, de fascination et de répulsion. Un souvenir qui, comme tous les grands mythes, nous en dit autant sur nous-mêmes que sur le personnage historique qui l'a inspiré. Car Frédégonde, au-delà de sa réalité historique, est devenue un miroir dans lequel chaque époque projette ses propres obsessions, ses propres peurs, ses propres fantasmes. Elle incarne cette part d'ombre que nous portons tous en nous, cette capacité à transgresser les interdits les plus sacrés pour satisfaire nos désirs les plus profonds. Et c'est peut-être pour cela que son histoire continue à nous fasciner, à nous troubler, à nous hanter. Dans le silence des nuits d'hiver, lorsque le vent siffle entre les pierres des vieilles cathédrales et que les ombres dansent sur les murs des châteaux en ruine, on peut presque entendre l'écho lointain de sa voix, ce murmure séducteur et menaçant qui a conduit tant d'hommes à leur perte. Un rappel que le pouvoir, l'ambition et le désir sont des forces qui transcendent les époques et qui continueront à façonner le destin des hommes et des femmes tant que battra le cœur humain. Et quelque part, dans les limbes où demeurent les âmes de ceux qui ont marqué l'histoire par leur grandeur ou leur infamie, Frédégonde sourit peut-être de ce sourire énigmatique qui a fait sa légende, car elle a réussi ce que peu de femmes de son temps pouvaient espérer. Elle a inscrit son nom dans la mémoire collective, pour le meilleur et pour le pire, défiant l'oubli qui était le destin commun des femmes de son époque. Reine cruelle, mère dévouée, amante fatale, stratège politique, Frédégonde était tout cela à la fois, et bien plus encore. Un kaléidoscope d'identités contradictoires qui se fondent en une seule figure, complexe et insaisissable, qui continue à nous interroger sur les limites de l'ambition humaine, sur le prix du pouvoir, sur les frontières entre l'amour et la possession, entre le désir et la destruction.
Et tandis que la nuit s'épaissit sur notre récit, comme elle s'est abattue il y a près de 15 siècles sur le palais de Soissons, où Frédégonde a vécu, aimé et tué, nous laissons le dernier mot à l'histoire, ce juge imparfait mais inéluctable qui, seul, peut prétendre évaluer l'héritage complexe de cette femme hors du commun. Un héritage fait de sang et de feu, de passion et de trahison, de gloire et d'infamie. Un héritage qui, comme un écho lointain mais jamais tout à fait éteint, continue à résonner dans les couloirs du temps, nous rappelant que derrière chaque légende se cache une vérité humaine, complexe et souvent douloureuse, et que dans le grand théâtre de l'histoire, les monstres et les héros ne sont parfois que les deux faces d'une même médaille, frappés par les circonstances et les choix personnels dans le métal imparfait de notre humanité commune.